tous ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre. Merci à notre invité, surtout. Ceux qui veulent monter pour prolonger le débat, vous êtes les bienvenus pour encore quelques temps. Fotavio. Merci de me redonner la parole. Euh, ce que notre frère Filippo avait à nous dire, je crois qu'il a été notre invité une fois et on l'a écouté. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai pas trop de questions à lui poser puisque on sait qu'il fait partie de la lutte et que nous cheminons ensemble pour le même objectif. Concernant le problème du Togo, Fomé, ça me tient tellement à cœur que j'ai eu déjà même à discuter sur un autre panel hier avec Tata Georgia sur le cas Togo concernant... Ah, vous vous êtes croisé avec Tata Georgia? Oui, hier sur le panel de l'élu. Ah, chez l'élu. Ok, je suis passé vite fait, mais je ne suis pas monté. C'est ça. Et on a eu à en discuter. C'est parce que tout ce qui arrive au Togolais aujourd'hui, c'était prémédité, c'était organisé. C'était, je ne sais même pas comment le dire. L'architecture a été planifiée, non seulement par le colon, mais aussi le fainéant qu'ils ont mis à la tête du Togo. Le taré qu'ils ont mis à la tête du Togo, c'était prémédité. On a fait sciemment de ne plus enseigner l'histoire du Togo aux Togolais parce qu'ils savent pertinemment que quand ils enseigneront l'histoire du Togo aux Togolais et le patriotisme aux Togolais, réellement n'allait jamais perdurer à la tête du pays. Il a fait semblant de tronquer l'histoire du Togo et finalement, vous allez demander à un Togolais de vous raconter l'histoire du Togo. Non, il ne connaît pas l'histoire du Togo mieux que l'histoire du France. Il peut vous raconter l'histoire du Togo. Il peut, comment de la France. Il peut vous raconter la Révolution française. Ce que Louis XVI et autres ont fait, comment ils ont été guillotinés, tout ça. Le Togolais peut te raconter, mais demander à un Togolais de te raconter l'histoire du Togo, non, il ne peut pas parce que on ne l'a pas enseigné. On a fait en sorte que le Togolais ne se réapproprie pas son histoire pour mieux la défendre. Et c'est dans cette logique que nous nous retrouvons aujourd'hui. Et on a fait en sorte que on inoculé d'un certain non-dit qui nous poursuit aujourd'hui. Et on est là pour corriger cette anomalie. On est là pour corriger cette omerta qui nous a poursuivis depuis la nuit des temps. Nous ne sommes pas des connaisseurs, non. Nous n'avions pas la science infuse, non. Mais le peu qu'on peut mettre à la disposition de la population, on le fera. Parce que Faure n'a pas habilité à se trouver là où il est, là. Ce n'est pas sa place, là où il est. C'est pour cela que dans son fort intérieur, il se dit qu'il n'a rien à perdre. Soit il élimine les Togolais et qu'il reste là-bas, ou soit c'est les Togolais qui lui font la peau. Et nous faisons partie de ceux qui veulent lui faire la peau. Et il partira, parce que nous ne sommes pas là pour faire du béret. Nous ne sommes pas là pour parler du sexe de quelqu'un, ou bien de la nudité de quelqu'un, ou bien des parents de quelqu'un, ou bien de... Non, ça ne nous regarde pas. Moi personnellement, ça ne me regarde pas. C'est le départ de Faure qui me regarde. Comment il doit partir? C'est en ça que moi je suis là, nuit et jour. Que quelqu'un veut tuer quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Si j'ai quelqu'un à éliminer, c'est Faure Gnassingbé. Rien d'autre, c'est Faure Gnassingbé. Et c'est pour cela, moi, je suis ici. On ne peut pas laisser quelqu'un, un individu qui croit que le Togo est sa propriété privée et qu'on va le laisser marcher sur les Togolais, éliminer les Togolais, emprisonner les Togolais, exiler les Togolais. Et on est là à faire du béret. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je ne suis pas là pour ça. C'est pas mon problème. Les autres là, c'est pas mon problème. C'est Faure Gnassingbé qui est mon cauchemar. Et c'est lui qui fait, le mauvais temps au Togo. C'est lui qui affame ma population. C'est lui qui élimine ma population. C'est lui qui est l'ennemi numéro 1 du Togo. Et c'est lui que moi je combats. C'est lui que moi je combats. Je ne combats personne d'autre. Je ne combats personne d'autre. À moins
ceux qui veulent s'associer à cet individu, là, lui aussi, on va le combattre. Lui aussi, on doit le combattre parce que ceux qui veulent s'associer à cet individu sont en train, comment dit-on, des épines sur nos chemins qu'on doit aussi éradiquer. Parce qu'on ne peut pas voir un individu prendre en otage 9 millions de Togolais et rester bras croisés en train de, comment dit-on, de faire souffrir une population qui ne demande qu'un minimum vital. Affaire sur la fois dernière, quand il est monté sur nos laves, moi je lui ai dit de descendre parce que ça ne fait pas bonne affaire. Parce que tout ce que nous disons ici, personne ne va nous contrôler. Et qu'il peut être arrêté à tout moment. Et c'est ce qui lui est arrivé. On nous dit que non, c'est une question de photo. Ce n'est pas une question de photo. Ce n'est pas une question de photo. On sait très bien que ça va lui porter préjudice. Et aujourd'hui, il se trouve là où il est. Parce que nous voulons que ce pays-là soit libéré. Nous ne sommes pas là pour parler de quelqu'un. Non, ça ne nous regarde même pas. Moi, c'est Faure Gnassingbé qui est ma cible. C'est Faure Gnassingbé qui est mon projet. Le projet de libérer le Togo, c'est Faure Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a fait du Togo une propriété privée et qui croit que son seul projet pour le Togo, c'est de vieillir et mourir au pouvoir. Et nous ne sommes pas là pour le laisser mourir et vieillir et mourir au pouvoir. Non, non. S'il veut partir, s'il veut mourir au pouvoir, il n'a qu'à mourir cette année. C'est ce que moi je lui souhaite. S'il veut mourir au pouvoir, que ses vœux soient exaucés cette année. Parce que c'est son projet. Ce n'est pas moi qui ai ce projet-là pour le Togo. Son seul projet, c'est de vieillir et mourir au pouvoir. Mais si on veut l'accompagner, que ses vœux soient exaucés cette année. C'est tout ce qu'on souhaite. Et que le Togo soit libéré. Peu importe celui qui viendra, je m'en fiche. L'essentiel que les Gnassingbé débarrassent le plancher et que les Togolais puissent retrouver leur souveraineté. Et maintenant, le reste là, on en parlera entre nous Togolais. C'est tout ce que moi je tiens à dire. Maintenant, ce que les autres disent sur les autres panels là, moi ça ne me regarde même pas. Ma priorité, c'est Faure Gnassingbé. Il n'a qu'à dégager. On n'a pas besoin de lui à la tête du Togo. Merci Fomé. Si quelqu'un peut encore prendre la parole. Ah, Messager est là. Messager, vous pouvez me seconder. Merci beaucoup. Merci, Fotavio. Bonsoir, faux messager. Comment vas-tu? Oui, oui, ça va. Bonsoir. Et Kossi et Tata et Galido aussi, bonsoir. Oh, Tavio, pardon. Tu sais, nous là, on peut nous prendre à tout moment. Donc quand on vient chez vous là, pardon, faut doser un peu, quoi. Calme down, calme down. On sait de quoi il s'agit, donc faut pas trop parler. Oui, Fotavio, il est toujours dans l'offensive. Tu le sais bien, faux messager. Ouais, il a une pile électrique. Il est branché, ou du moins un courant de ville branché sur du 220 volts en permanence. Il veut en terminer avec cette lutte. Il veut en terminer avec Faure Gnassingbé. Mais ça, je t'assure de quelque chose. Kossi nous cache des choses. Kossi a une technologie. C'est possible. Oui. Non, le gars, il a la technologie là. Il a dit, non, vraiment, il faut que je lui rentre en inbox pour qu'il me donne un peu de... Hein, il se cache derrière son profil de Kossi le Tourbillon pour nous mentir ici. Il a la technologie. Il nous délivrera peut-être son secret un de ces jours. En tout cas, faux messager, tu as suivi, je pense pas l'intégralité, parce que je sais que tu travailles tard, mais tu as écouté un peu ce qui s'est dit. Qu'as-tu pensé de l'interview de notre cher invité du soir? A-t-il dit quelque chose qui est retenu plus qu'une autre ton attention et sur laquelle tu souhaiterais revenir? Oui, effectivement, j'ai pris le live en cours. Je savais qu'il y avait Monsieur Foligbo qui était invité, mais je n'étais pas disponible. Donc, j'ai récupéré le live en route. Bon, et comme je le connaissais depuis, avec la pyramide of Yahweh, bon, du coup, je sais pas de quoi vous aviez parlé concrètement, mais bon, je sais que c'est quelqu'un de très engagé. Littéraire, hein, notamment, et une partie
consacré à la politique aussi togolaise, mais une bonne partie sur son œuvre littéraire à apparaître dans les semaines à venir, hein, des divinités kamites aux judéo-chrétiens béatifiés. Ouais, ça, c'est un thème qui est intéressant. Donc, je Mhm. prendrai la Et peine il de insiste l'acheter. bien évidemment sur l'importance, hein, de retrouver nos cultures ancestrales, notamment s'agissant de nos divinités, pour nous réapproprier notre histoire et sans doute aucun, à travers cette réappropriation, on trouverait la voie pour mener la lutte, mais pour faire de notre pays et de l'Afrique en général un continent bien plus puissant qu'il ne l'est et qu'il paraît l'être aujourd'hui. C'était très intéressant. J'ai lu son œuvre, hein, sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour lui restituer les quelques questions que vous avez entendues. On a beaucoup parlé dans cette lutte, hein, de spiritualité. Est-ce que les uns les autres, vous pensez que l'Afrique doit réhabiliter ses ancêtres kamites pour retrouver une souveraineté spirituelle authentique? Alors, maintenant, ce que tu poses comme question, et Hum, malheureusement, je vais te le dire, hum, il y a peu d'Africains qui vont comprendre la profondeur du hum. thème qui est posé sur la table ce soir. Nom d'un Pourquoi? ancêtre. Pourquoi? Je vais nous l'expliquer en quelques mots. Euh, il y a eu la séquence de la colonisation. Hum. Bon, quand je dis colonisation, et colonisation des esprits. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a Bien sûr. inculqué? On nous a dit ce que nous avons comme pratique, ce que nous avions comme pratique, ce que nous avions comme croyance, que tout ça c'était diabolique et qu'il fallait jeter tout ça à la poubelle Hum. et adopter donc telle religion. Je veux parler en l'occurrence des deux religions monothéistes qui sont très présentes en Afrique, judaïsme, non, christianisme et puis islam. Islam. Et à coups de bâton, à coups de baïonnette, à coups de torture et autres. Bon, De coups de d'abord sabre. même, nous-mêmes devons nous poser une question. Ce qui est aussi bien, ce qui est aussi bon, ce qui est aussi salutaire, est-ce qu'on a besoin de nous l'inculquer par baïonnette, par torture, par bâton, par fouet et autres? Ouvrons les yeux, ouvrons notre cerveau. Mais c'est un sujet, quand tu le poses sur la table, mais sans, je t'assure que mais tu vas déclencher une guerre autour de toi. Hum. Et la profondeur On de la l'a vu. chose. Et donc, je nous exhorte à aller dans la connaissance profonde de ces religions monothéistes, soi-disant. Aller dans la connaissance profonde, c'est-à-dire l'historique de leur naissance. Il y a des choses, si je le dis ici, vous allez rigoler, et pourtant c'est vrai. Donc, mais je vous laisse cette question pour chuter. Demandez aux musulmans qui sont autour de vous, les gens qui connaissent le Coran, demandez-leur comment les textes du Coran ont été inspirés au prophète Mahomet. Et quand ils vont vous dire, décliner, donc le modus operandi, soit vous allez tomber de rire, ou vous allez éclater de rire et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais il y a un gros travail à faire. Ça sera très difficile pour ramener la majorité des Africains sur ce chemin. La preuve, prenez nos grandes villes, et Kinshasa, et Lagos, Accra, Abidjan et autres. C'est des milliers et des milliers d'églises que vous dénombrez. Et des gens qui sautillent à longueur de culte pour implorer un Dieu ou un Jésus qui est venu d'ailleurs. Et comme Frédéric Paul a si bien dit, c'est qu'on nourrit les grégores des autres. Aussi longtemps que nous allons nourrir les grégores des autres, nous serons des serpillères
pour ces personnes. Et ça, c'est une connaissance si profonde que je suis désolé. Ils seront très peu en Afrique qui pourront comprendre cela. Merci. Merci beaucoup, faux messager. Bonsoir, Tata AZD. Bienvenue à toi. Ça faisait un temps qu'on t'avait pas vu. Comment vas-tu, chère sœur? Ça va. Et vous-même? On va bien. On Bonjour. tient la forme. Bonjour, Otavio. Bonjour à tous. Ah, ça serait difficile que le monde comprenne. Parce que, comme il vient de dire, ça serait difficile. Et si on voit, nous, les Africains, on ne sait même pas où on est. On a quitté où? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on a quitté? Où est-ce qu'on va? C'est ce qu'on va se demander. Parce que il a tout dit que c'est le peu du monde qui va comprendre. Ce que de retourner à nos racines, ça serait compliqué. Ouais. Tu penses que c'est pas possible de retrouver notre culture, nos ancêtres, nos pratiques? C'est possible, mais ça va prendre du Pas temps. aujourd'hui. C'est possible, mais ça va prendre du temps. Et Qu'est-ce qui bloque pour toi, Tata? pour moi, j'ai compris ce que il dit. Mais ceux qui se sont enfoncés dans le christianisme, dans le islam, comment tu vas les faire comprendre? Comment tu pourras les faire sortir dans tout ça? Comment ils pourront te croire? Parce que c'est quand ils sont nés, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, ils sont devenus vieux dedans, et c'est aujourd'hui, tu vas dire que non, ce n'est pas ça. Ça serait toute une histoire. Ils vont jamais comprendre. On a fort à faire. Beaucoup. On le voit actuellement, hein, beaucoup d'Africains s'opposent, hein, notamment sur cette histoire de religion. Il y a beaucoup de musulmans, hein, parmi nos frères, notamment les 3 pays de l'AES. Hein, je crois il y a une forte communauté musulmane qui sont dans ces pays. Ils ont une forte relation, un fort lien avec cette culture religieuse. Et de l'autre côté, on a chez nous une forte communauté aussi chrétienne, animiste, bref, beaucoup de religions qui se télescopent et qui aussi participent à créer un fossé, une distance entre les uns les autres. Est-ce que notre... Regarde le Sénégal. Le Sénégal. Oui, le Sénégal aussi, bien sûr. La Guinée. Je sais pas, les 2 Guinées. Le Tchad, il y en a beaucoup. Tu vois, ça serait difficile. Justement, est-ce que notre survie ou comment dirais-je, le basculement qu'on souhaiterait ne passe-t-il pas en amont par renverser ceux qui sont au pouvoir pour instaurer un nouveau départ, une nouvelle façon d'approcher justement non pas la religion, hein, parce que quand on fait appel aux ancêtres, aux divinités kémites, ce n'est pas une religion, c'est bien plus que cela. Est-ce que nous devons pas, dans ces pays-là, renverser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et instaurer justement cette nouvelle vision, cette nouvelle approche de la culture ancestrale. Faut qu'aussi, je sais que tu en as gros sur la patate, hein, s'agissant de ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Faut qu'aussi, tu es là? Ou tu es déjà... Ah, Mais Kossi, on n'est pas Kossi, samedi. c'est un vieux praticien, donc il a de quoi nous dire.
On a, Justement, on a, on veut avoir son abstract, son analyse, son regard sur la question, même s'il a déjà pas mal dit. Mais on continue. on Focusy. va, on va réserver quand même des munitions pour demain. Georgia sera là. Demain, elle sera Euh, là aussi. je pense que on n'a pas assez parlé sur les forces de nos ancêtres, c'est-à-dire ce que nous fûmes avant que les autres n'arrivent sur le continent pour nous confronter. Donc, si vous voyez bien dans l'histoire de l'Afrique, il n'y a eu que par les forces ancestrales que l'Africain a pu marquer son histoire. Moi, j'ai jamais vu un combat chrétien ou au nom de Allah qui a sauvé l'homme noir. Donc, du coup, si on prend même le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, il y a des choses qui se disent. Anguille sous roche, comment il a fait pour pouvoir avoir l'indépendance? Quand on parle d'Ablon, les gens, les vieux essaient de nous expliquer des choses. Vous voyez tout ça là? Donc, depuis Sylvanus Olympio, vous allez voir, d'ailleurs même, les dictateurs ont utilisé les forces ancestrales pour se protéger. Et quand on parle d'une force, c'est toujours comme une épée à double tranchant. Donc, tu peux en faire du mal comme tu peux en faire du bien. Mais fort longtemps, sur les principes mathiques, nos ancêtres ont utilisé ça pour faire du bien, pour se protéger. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas développé ces forces pour faire une lutte de conquête. Vous voyez? C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devions faire. Mais on a tout abandonné, alors qu'on nous dit que sur l'ancienne corde, il faut tisser la nouvelle. La science même en Occident, la science, il y a eu des crises jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que la science s'impose. Au départ de la science, c'est des morts. Les avions qui faisaient des accidents pas possibles, mais ils ont continué à développer. Donc pourquoi l'Africain, nous autres, on a stoppé nos trucs pour croire à l'égrégore des autres. C'est ça le problème qui a affaibli le continent africain, qui a affaibli totalement le continent africain aujourd'hui. Et au Togo, vous allez voir que dans les années 90, le combat était féroce. Le combat était féroce. La grève illimitée, on s'est battu. Presque, il y a des analyses qui disent ça a été un combat égal. Mais au fur et à mesure que nous évoluons et que le christianisme et l'islam dominaient partout, vous voyez le Togolais aujourd'hui, on l'appelle, ils sont pas. Parce qu'effectivement, les soubassements de nos cultures qui préparent l'homme à l'étape guerrier n'existent plus. N'existent plus. Jusqu'aux filles. Ouais, jusqu'aux filles même. D'ailleurs, même devant moi, à Nakbosso, quand il y a même certains affrontements, c'est des jeunes filles qu'on prépare devant les jeunes qui doivent aller au combat. Et des choses là, on le sait bien. Même les pasteurs et les prêtres savent. C'est ça, Les chrétiens le pour faire disent. l'argent maintenant. Oui, voilà. Les chrétiens même le disent. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui disent, mon père ou bien mon grand-père était fort. Mais aujourd'hui, j'ai donné mon âme à Jésus. Aberration. Les gens, ils félicitent leurs ancêtres, mais ils disent aujourd'hui qu'ils croient plutôt aux ancêtres des autres. Vous voyez? Alors que les forces étaient là. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Étant donné que le régime même savent quelle est la force au moins qu'on peut utiliser, parce que si on n'a pas les moyens d'utiliser les outils de jardin, ils ont tout fait pour dominer. Dans les années 90, il y a les rois et les anciens qui préparaient les villages et les jeunes à affronter le régime. Dans les années 2000, on a vu que les rois ont été déjà cooptés par le régime et on voyait quand même quelques anciens qui s'opposaient à ces rois, qui sont partis devenir minou et qui préparaient les jeunes. Dans les années 2000, il n'y a plus ça encore. C'est toi-même qui dois te sauver maintenant. C'est les jeunes même qui se préparent eux-mêmes maintenant. Vous voyez comment on a régressé. On a tellement régressé. Donc, ce que nous voyons, c'est aberrant. La République, les élections, tout ça là, je lui dis, ce sont des legs coloniaux qu'on doit dépasser ça. Et pour moi,
ce que moi je vais prôner, c'est que finalement, dans chaque ethnie, si vous allez dans chaque ethnie, c'est que chaque ethnie est un peuple, est une nation. Et il y a toutes les couches, que ce soit politique, sociale, économique là-bas. Ils savent comment aller à la guerre, comment se marier, comment faire l'économie. Tu prends chaque ethnie, c'est un pays en miniature. Ça, c'est clair. Si aujourd'hui, chaque ethnie essaie de se purifier, c'est-à-dire que on remet les choses comme avant, vous allez voir que le Togo va changer. Parce que nos us et coutumes dans le temps, tu dois être un homme saint pour aller au couvent, un homme saint même pour retourner au village. Moi, quand j'étais petit, on voyait des grands qui allaient faire n'importe quoi ailleurs quand ils venaient. Quand ils buvaient l'eau du village, il y a des choses qui les arrivaient. Certains mouraient. Ça, c'est clair. Et on pouvait témoigner dans toutes les cultures, il y en a ça. Mais on ne parle pas, on ne témoigne pas de cette grandeur. Alors que les chrétiens, petits miracles, même les miracles même qui sont faits à base de nos forces ancestrales, on vient témoigner, Lumovilo, il a fait. Mais mes chers amis, si on pouvait témoigner des forces ancestrales, le travail, ce qu'on fait aussi, on aurait quand même dit que voilà, ouais, il y a de quoi régenter nos puissances ancestrales. Ça, c'est clair. Vous voyez. Et puis, nos puissances ancestrales sont faites d'une beauté que toi qui es fautif, c'est toi qui perds. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui les chrétiens américains, ils prennent les armes pour aller tuer les gens, non. Moi, il y a une beauté dedans tellement que on a oublié tout ça là pour aller de gauche à droite. On est là, mais non, mes chers amis. Moi, je pense que c'est une voie royale, le kémitisme aujourd'hui, en puissance, qu'il faut tout faire pour éclairer les jeunes. Ça, c'est clair. Vous imaginez que des jeunes, dans le temps, le jeune peut parcourir des kilomètres, même la nuit, pour aller d'un village à l'autre. Vous imaginez les villages, tellement qu'ils sont loin. Quand il y a funérailles, les jeunes, ils vont, ils reviennent. Aujourd'hui, ils peuvent même pas. Ils demandent des lumières, des lampadaires partout. Vous voyez ça? Donc, l'Afrique a perdu tellement de beauté dans sa propre culture que aujourd'hui, il va falloir que un travail sérieux se fasse. Et déjà, Togbé Zérouté, il est en train de faire un grand boulot. Déjà, il est en train de faire un grand boulot. Ça ouvre les esprits. Et chacun doit savoir se protéger. Donc, moi, je le dis, comme Tavio le dit, pour dégager Fort Nyachibé, si toutes les cultures, les ethnies, aujourd'hui, essaient de resacraliser leur, comment dit-on là, leurs principes ancestraux. Leur divinité. Leur divinité, oui. Parce que toi qui es bien initié dans ta culture, tu peux pas devenir un ministre et tu vas commencer par faire la corruption, le vol, tout ça là. C'est ça. Quand tu retournes au village, c'est fini pour toi. Raison pour laquelle, dans le temps, certains ne retournaient plus au village. Ils envoyaient leurs enfants. Ils venaient pas parce qu'ils ont fait de sales boulot pour trouver de l'argent. Ils ont sacrifié les gens. On le sait. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Chaque ethnie doit pouvoir tout faire pour pouvoir, comment on le dit là, ramener l'église au centre du village. Et dans cette initiation, quand tu serais même ministre, tu ne vas pas penser à faire la corruption, à voler, non. Vous voyez comment c'est arrivé. C'est fini aujourd'hui. On a désacralisé tout. Et même le chef, il est adubé par le régime. Le sacrificateur, avant de dire un mot, doit prononcer le nom de Fort Nyachibé. Mais, mes chers amis, ils savent, ils nous ont tenus par les couilles. En allant même détruire nos forces ancestrales. C'est ça. Et là, c'est comme Fan Fanon qui le disait, il faut refaire ce qui a été défait. Et ça, ce n'est pas à partir du néocolonialisme, c'est à partir de l'esclavage, la colonisation, qui ont défait tout le continent africain. Et il va falloir qu'on refasse tout ça là. Et je le disais. L'esclavage sera au centre du débat demain dans Togo d'hier à aujourd'hui. Et c'est une erreur, comme moi je le dis, c'est une erreur pour nos pères des indépendances. Quand ils ont eu l'indépendance, ils ont voulu être comme le colon.
devenir président, tout ça là. Alors que l'État originel dans nos pays, ce sont des ethnies là, entre guillemets qu'on dit ethnies, mais ce sont des peuples qui sont là. Il faut faire un travail pour qu'il y ait une réconciliation et que chaque peuple puisse dire que voilà, chez moi, c'est ça. Mais si on veut être ensemble, comment on s'entend sur quoi? Mais non, les gars là ils ont été à l'école coloniale. Maintenant, il y a la République, je vais devenir président. Ils ont fait la course à la présidence. Une fois président, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Ouais. Donc, tout ça là, nous ont détruit, nous ont mis en retard. Et tant que nos peuples là, on ne trouve pas un moyen pour réconcilier les peuples entre eux dans les enclos coloniaux, le développement, comme on le pense, pour pouvoir être même concurrenciable à l'Occident, ça va tarder. Ça va tarder. Donc, moi, c'est un peu mon coup de gueule et je me prépare bien pour mon émission future. Ça serait feu et flamme, quoi. Merci, Fokossi. Aussi, Octavio. ah oui, ok, je laisse Tavu intervenir. Sinon, je voulais demander à Kossi de me donner la clé de sa technologie. Hein? Bon, on va en parler. On en parlera inbox. Octavio. Vas-y, toi. Oui, mais vous constaterez que dans ces trucs de Kémit et autres là, j'aime pas trop m'initier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Dieu nous a donné des pouvoirs que nous devons utiliser à bon escient. Mais force est de constater que nous, Africains, on ne l'utilise que pour la mauvaise cause. Si le continent aujourd'hui est en retard, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est pourquoi moi, j'aime pas trop m'accentuer là-dessus. Moi, personnellement, dans mon village, c'était surtout ça qu'on utilise uniquement au lieu de faire le bien avec, on ne fait que le mal avec. Tiens, je vais te donner une petite anecdote. J'ai mon grand-père, par exemple, je ne sais pas ce qu'il avait fait à l'époque, la police s'est pointée, comment dit-on, pour le menotter et aller au commissariat. On n'arrivait même pas à fermer la menotte. À chaque fois, la menotte tombe. Ou un infirmier arrive à la maison, on voulait lui faire une piqûre, l'aiguille n'arrive même pas à rentrer dans son corps. Vous voyez, quand on lui demandait, mais l'aiguille ne rentre pas, son fils est parti, mon père est parti, il lui dit, mais papa, mais on a amené un infirmier, il dit, mais vous m'avez demandé l'autorisation avant de m'injecter. Donc, vous voyez, les gens ont des choses extraordinaires pour utiliser, mais c'est pour la mauvaise cause. C'est pour la mauvaise cause. J'ai mon oncle qui met de l'eau dans un panier pour boire. L'eau ne traverse même pas le panier. Quand on voit des choses là, ce sont des choses extraordinaires. On doit l'utiliser pour la bonne cause, mais c'est pour la mauvaise cause. Regardez, il y a des mains. Je vais vous donner ça. Je vais même finir par lui. Quelques moments avant sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur, il est parti appeler, chercher. C'est pas moi-même qui était même, c'était même un de ses neveux, du côté de sa femme, qui racontait l'anecdote. Il est parti voir le monsieur. Il voulait s'approprier encore de ses pouvoirs. Le monsieur l'a tout donné. Maintenant, il demande au monsieur, est-ce que c'est fini? Le monsieur dit oui. Tout ce que tu me demandais pour te protéger et tout ça, je t'ai tout donné. Mais le monsieur a réservé le reste pour lui-même. Et quand Eyadema a remis la mallette d'argent au monsieur, pour que le monsieur puisse retourner dans son village de Pelé, qu'est-ce qu'il a fait? L'hélicoptère transporte le monsieur pour aller le jeter dans, dans la mer. Vous imaginez? Lui, tel qu'il est, il ne sait que faire le mal. Le monsieur s'est retrouvé chez lui au palais de Lomé II. Il voit le monsieur, il tika. Et il y a des masses sur son terre. Il dit, mais donc c'est pour cela que tu me demandais si je t'ai tout donné. Mais pourtant, le reste, je l'ai gardé pour me sauver moi-même. C'est pas possible. Je t'assure, Fomé. Et quand on parle des histoires de Kémit et tous nos pouvoirs qu'on avait, c'est pas pour transformer l'Afrique, c'est pas pour développer l'Afrique, c'est pour se trahir, c'est pour faire des coups bas, c'est pour faire des coups fouets. C'est pour cela que quand on aborde ce sujet, j'aime pas trop m'initier dedans parce que j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous porte aujourd'hui préjudice. Si on l'utilise pour la bonne cause,
le continent sera développé. Le continent sera le continent le plus avancé du monde. Mais pourquoi? C'est pour se faire des coups bas, des coups fourrés, des traîtrises, la méchanceté. Et c'est ce qui nous a retardé jusqu'à présent. Justement, Fotavio, on n'a pas plus un problème de mentalité plutôt qu'un problème de valeur, d'ancestralité. Tu dis, j'ai pas bien compris la question. On n'a pas plus un problème de mentalité plutôt qu'un problème de rapport aux ancêtres et aux divinités. Oui, c'est que la mentalité a été altérée. Effectivement. C'est pourquoi moi, j'aime pas trop aborder quand les gens l'abordent. Je préfère rester à l'écart et les regarder, raconter ou bien discuter de là-dessus. Parce que tout ce que nos ancêtres nous ont donné, au lieu qu'on s'en sert pour la bonne cause, pour le développement, non, on s'en est servi pour la mauvaise cause, pour s'entretuer, pour démontrer que je suis plus fort que toi et que finalement, il n'y a que mort d'homme. Il n'y a que mort d'homme. Si on l'utilisait pour la bonne cause, pour que nous puissions aller de l'avant, et pour le bonheur de ton prochain, du voisin, pour faire prospérer nos activités, pourquoi on ne serait pas en avant? Pourquoi on ne serait pas en avant? Pour s'attaquer à l'ennemi qui nous envahit, pourquoi on ne serait pas en avant? On serait en avant. Mais malheureusement, on l'utilise pour la mauvaise cause, pour se détruire, pour s'entretuer, pour des traîtrises qui ne disent pas son nom. C'est ça. La trahison à haute dose. Et regardez l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Pareil, ce qui se passe au Togo, les gens se vendent entre eux pour combien? Pour 2000, pour 3000, pour de rien du tout à cet individu fainéant qui est à la tête du Togo. Et aujourd'hui, regardez, où est-ce qu'on en est? Ils utilisent tous leurs connaissances pour neutraliser leurs voisins, pour nuire à leurs voisins, pour zigouiller leurs voisins, pour faire du mal à leurs voisins. Mais le plus grand ennemi du Togo, non, il le laisse faire, il le laisse prospérer. Voilà la réalité. Justement, Fofem, c'est terrible ça, hein, parce que bon, nous on parle pas de ce qui se passe ailleurs, surtout quand c'est hors de la lutte, mais on voit que en Afrique et notamment au Bénin et au Togo, hein, où le vaudou est quand même une pratique ancestrale, il n'y a personne qui décide d'attenter à la vie de ceux qui sont les dépositaires du malheur des millions de gens, mais on se préoccupe plus de l'état d'avancement, de progression dans la vie de notre frère à qui on veut absolument mettre les bâtons dans les roues, et on laisse de côté ceux qui sont les comment dirais-je, les causes de nos malheurs. Il y a une approche que j'ai du mal à comprendre dans nos actes que on pose au Togo, notamment. On voit qu'on est prêt à se détruire les uns les autres, mais pas à détruire Fort Yassingé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Togolais et peut-être l'Africain en général, on s'en veut plus les uns les autres que à ceux à qui on devrait en vouloir? Et on l'a vu notamment dans les pays de l'AES, hein, il y a beaucoup de traîtres dans ces pays-là qui vont fomenter des plans avec les Occidentaux contre leurs propres frères. Est-ce que l'homme noir n'en veut pas plus à lui-même que à ses fossoyeurs, les locaux d'herbe? Oui, Vincent. C'est vrai ce que tu dis. C'est révélateur de l'état d'esprit du noir en général. Je ne sais pas pourquoi tout ce que Dieu nous a donné, on n'arrive pas à s'en servir à bon escient pour que nous puissions évoluer avec. C'est ça qui est notre mal. Regardez par exemple, je vais te donner un exemple. Mais si tu vois les guérisseurs, les plus grands guérisseurs, les plus grands charlatans, ceux qui se disent qu'ils ont le pouvoir, je mets quiconque au défi, Fomé. Quand leur enfant tombe malade, ils sont incapables de le guérir. Ils ne peuvent pas. Ils
Ils n'ont pas ce pouvoir de guérir leur enfant quand leur enfant tombe malade, ou bien quand leur enfant est mourant sur le lit d'hôpital, ou bien est en train de vouloir trépasser. Ils sont incapables de le guérir. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir, tout simplement. Ils peuvent guérir quelqu'un d'autre, hein? Ils peuvent guérir quelqu'un d'autre. Ils peuvent soigner quelqu'un d'autre. Ils peuvent apporter beaucoup de choses aux voisins et autres. Mais leur propre enfant, c'est pas possible. Ils n'arrivent tout simplement pas à le guérir. C'est telle une sorte de punition que on nous inflige. Est-ce que nos ancêtres, justement, ils nous en veulent pas de les avoir quelque part abandonnés? C'est raison pour laquelle ils ne nous apportent pas l'aide décisive dans la lutte, la bataille, le combat que nous sommes en train de mener. Mais ils ne nous en veulent pas de les avoir abandonnés, ils nous en veulent de les avoir trahis. C'est eux-mêmes qui se sont vendus aux Américains, non? Ils ont vendu la tête des Noirs. Regardez, des millions et des millions de Noirs ont été déportés. Même si le blanc a ses responsabilités, la première responsabilité, c'est nous. Parce que ce pouvoir-là que nous avions, pourquoi ne pas se protéger de ces leucodermes qui venaient nous chercher en Afrique? C'est ça la réalité. On dit que non, l'Afrique a... Mais pourquoi les armes avec lesquelles ils sont venus, les miroirs et tout ça? Oui, on a été cupide pour toi, Tavio. On a été cupide, oui, c'est la cupidité. Oui. Et cette cupidité-là existe jusqu'à présent. Ceux qui sont sur les panels en train de parler comme s'ils sont dans la lutte, alors que ce sont des achetés de Fort Gnassingbé. Ils sont là et maintenant, ils ont changé de physionomie, ils ont changé de veste, ils ont changé leur approche de parler pour que vous ne puissiez pas les identifier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été achetés tout simplement. Et vous allez croire qu'ils sont dans la lutte. Et quand vous entendez des gens qui ont fait la prison sortir vous dire que non, ceux qui font des lives 7 jours sur 7 ne sont pas dans la lutte, comprendra qui pourra. C'est terrible. Faux messager, tu voulais dire un mot? Non, je voulais nous donner un petit recul historique. En fait, quand nous prenons la civilisation égyptienne, comment elle a été détruite? Il faut dire aussi que les Africains, dans leur ancestralité, sont fortement rattachés ou attachés à la terre et à la nature, de façon générale. Du coup, l'Africain ancestral ne consomme que ce dont il a besoin. Il n'a jamais été dans l'excès, il n'a jamais été dans la destruction systématique de son environnement. Et quand les autres sont venus à leur rencontre, ils ont pensé que les autres étaient comme eux. Or, le locoderme, il est venu avec un esprit de prédateur. C'est la prédation qu'il identifiait. Et il fait l'agneau au départ pour pouvoir se rapprocher. On était incapable de déceler ça, faux messager. Cette prédation qui se lisait sur leur visage. Oui, en fait, le truc, c'est que nous, on n'était pas formatés de cette façon-là. Tu sais, regarde un peu, jusqu'à un passé très récent, comment nos sociétés étaient constituées. Toi, Besson, en tant que fils de ton père, en réalité, tu es d'abord et avant tout fils de la communauté. Tu es d'abord fils de la communauté avant d'être fils de ton père. C'est-à-dire que tu peux vivre de ton enfance jusqu'à ton adolescence ou bien même à ta maturité. Tu peux vivre chez ton oncle, tu peux vivre chez ta tante quelque part ou bien chez un parent quelque part, loin de tes parents. Donc, les Africains ne pensaient pas de la même façon que les autres qui étaient venus les rencontrer. C'est d'ailleurs pourquoi facilement nous avions été reformatés, reprogrammés, et donc les gens profitaient de ça pour nous soumettre, que ce soit la civilisation et arabe qui a soumis l'Afrique et une partie de l'Afrique à l'esclavage durant
plus d'un siècle, 1400 ans d'esclavage. Et les locodermes aussi, qui ont joué leur partition macabre avec l'esclavage, la déportation des Noirs, des gens qu'on jetait dans la mer, des gens qu'on mettait dans des conditions mais ignobles. Mais parce que l'Africain, à la base, n'était pas psychologiquement constitué de la façon. Il n'était pas un prédateur envers son Tout frère. à fait. Hein. On Oui. se rappelle qu'à cette époque, hein, nos ancêtres, ils avaient notamment du côté du Sahel, l'arrivée des Européens n'a pas été perçue comme une menace, parce que à cette époque-là, nos ancêtres avaient l'habitude de commercer avec des marchands. Donc, quand ils sont arrivés, ils ne les ont pas perçus et vus comme des envahisseurs. Hein. Les sociétés africaines à cette époque avaient l'habitude d'échanger avec les Arabes, notamment les Berbères, les Perses et les Indiens aussi. Donc l'hospitalité pour nous était une norme culturelle. Donc on les recevait comme des amis, hein, bien évidemment. Et les premiers contacts ont été pacifiques. Et c'est avec le temps qu'ils se sont rendus compte que il y avait peut-être autre chose à faire avec nous. Et ça a commencé. Continue, faux messager. Regarde ce qui s'est passé en Égypte ancien. Mais quand il s'est agi de divulguer la connaissance, les Égyptiens anciens acceptaient les Grecs dans leur université. Et donc, quand aujourd'hui, on nous enseigne à l'école Thalès et Pythagore et autres, mais c'est des gens qui ont fait leur classe en Égypte. En Égypte, bien mais sûr. Quand ils ont fini, sous l'égide des scribes. oui, de soutirer le maximum de connaissances de nos universités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Oui. Oui, ils ont tout brûlé, bien sûr. Parce qu'ils ont fini de tirer le maximum de connaissances de nous. Donc, l'homme africain historique n'était pas formaté pour la prédation envers un humain. Donc, ils étaient dans la prédation envers les animaux, mais pas des humains. Donc, ils considèrent l'humain comme lui-même. Du coup, ils le tiennent avec beaucoup de respect et de considération. Les autres ont profité de ça. Ils se sont rendus compte que c'est un point faible de l'homme africain. Ils ont profité de ça pour nous reformater et après nous soumettre. Maintenant, comment nous-mêmes, donc, si on finit de dire tout ça, comment nous-mêmes, nos dirigeants ont exploité cette faiblesse pour continuer de nous soumettre? Je vous donne l'exemple du Togo. À l'époque du président Eyadema, il était interdit ce qu'on a aujourd'hui les églises dites réveillées là. Bon, non, ou bien éveillées. Bon, moi je les appelle églises réveillées. Mais les églises éveillées, c'était interdit au Togo. S'il y a des gens de certain âge sur le panel, les gens vont vous le reconnaître. Mais jusqu'au début des années 90, les églises étaient dites éveillées là, étaient interdites au Togo. Donc, ce qu'on avait autorisé, c'était rare. Il y a l'église catholique qui était présente, l'église évangélique presbytérienne qui était présente, mais les autres ont eu du mal à s'installer. Il y a eu les méthodistes, les pentecôtistes et puis les assemblées de Dieu, mais c'est difficilement qu'ils se sont installés. Et après, à partir de 90, les gens ont compris quelque chose. C'est-à-dire, comme on le dit, la religion, c'est l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple. Et donc, quand les soulèvements ont commencé en 1990, à un moment donné, les gens se sont dit non, mais il faut leur injecter de l'opium. Et c'est là où on a commencé par autoriser les églises éveillées. Et je vous assure que les récépissés d'autorisation d'ouverture se signe mais à l'appel. Et ça, c'est une information que je vous donne. Ça a été un plan savamment orchestré.
C'était Bien une sûr. décision qui a été prise pour pouvoir permettre à la population de baisser en virulence. Et donc, les églises ont été autorisées en pagaille. Et Tout à aujourd'hui, fait. le peuple est devenu un peuple mouton. Un peuple Ils mouton. savaient. On a lu beaucoup d'œuvres qui ont expliqué comment est-ce qu'ils ont réussi à s'immiscer, à s'introduire et à s'implanter durablement jusqu'à venir enlever nos arrière grands-parents et les déporter par millions vers les Amériques et ailleurs. Contrairement à certains récits simplistes, hein, les royaumes africains étaient politiquement organisés. Hein. On était stratégique et prudent, notamment le royaume du Congo, le Dahomey, le Mali, le Songhai, avaient des diplomaties structurées. Ils ont négocié, régulé, limité l'accès aux Européens. Certains souverains ont imposé même des zones commerciales contrôlées. Il y avait donc méfiance, mais pas encore la conscience du danger à venir. Ils n'ont jamais pensé que ce qui s'est passé allait advenir. Et la résistance militaire aussi a existé. Je crois que c'est Foucault aussi qui en parlait tout à l'heure. Et dès que les Européens ont tenté d'imposer leur volonté par la force, hein, le royaume du Bénin notamment a interdit l'accès aux Portugais. Le Congo a connu des guerres contre les Portugais au XVIe siècle. Les Swahili ont résisté aux Portugais sur la côte est. Les Sénégambie, plusieurs villages ont repoussé aussi les premières razzias. La résistance n'a pas commencé avec l'esclavage, elle était déjà là. On a perdu aussi par la puissance de feu des Européens. Et là, l'histoire, elle devient complexe un peu plus parce que les Européens ont utilisé les conflits interethniques, les rivalités dynastiques, les guerres régionales pour s'insérer dans les systèmes politiques africains. Ils sont devenus des conseillers, ils ont vendu des armes à certains pour massacrer d'autres en faisant des prisonniers qui ont été bien évidemment déportés. Ils ont offert des armes, des alliances, des avantages commerciaux pour affaiblir les royaumes les uns contre les autres. Et on le voit aujourd'hui, notamment au Togo où il y a, je crois, presque 42 ethnies. C'est énorme. Et ça crée des divisions forcément. Et ça explique un tant soit peu pourquoi on n'a jamais été un peuple, une nation, un vrai pays solidaire, soudé et prêt à résister ensemble. Il y a beaucoup, malgré qu'il n'y ait pas eu de guerre ethnique au Togo, on sent qu'il y a quand même une certaine distance entre les différentes ethnies, quand bien même qu'il y ait beaucoup de couples interethniques au Togo, mais on sent quand même qu'il y a cette distance. Et comment expliquer par ailleurs qu'après 60 ans, on n'est toujours pas réussi à converger ensemble. Bref, l'histoire est là. On doit aussi faire l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et on sait définitivement pourquoi notre histoire ne nous est pas inculquée à travers notre cursus scolaire, mais on nous raconte plutôt l'histoire des autres parce qu'ils savent que si on s'imprègne de notre histoire, sans doute aucun qu'on trouvera la force, l'énergie de les combattre à nouveau. Mais nous devons déjà combattre celui qui est la cause de tous nos malheurs. Foria Simbi. Tata AZD. Ouais. Ouais, pour me... Tu voulais nous dire quelque chose sur les rapports que nous avons eus tout au long de ces siècles au contact des locodermes et la résultante que l'on voit aujourd'hui, la déliquescence, la décadence extrême, la précarité, la misère, la pauvreté dans laquelle nous sommes plongés pendant encore combien de temps? Pourquoi n'arrivons-nous pas à ouvrir les yeux
et à poser les actes nécessaires. Qu'est-ce qui se passe chez l'homme noir? L'homme noir, il est compressé, il est perdu. Il est perdu. Parce que l'homme noir ne connaît plus ses racines. On n'a plus de racines. Il y a On plus n'a plus de... de racines. Ouais, On n'a plus d'histoire. ouais. Si vraiment on connaît ton histoire, personne ne viendra te donner son histoire. Et tu vas le croire. Donc, on a perdu nos racines. Et on est dans le vide. On est dans le vide et celui-ci dit, tu crois, celui-ci dit, tu entends et c'est que tu t'oublies quoi. Quelqu'un qui est c'est comme on est suspendu, comme un balançoire, on te pousse ici, tu vas ce côté, tu vas ce côté, tu vas de l'autre côté, tu reviens, c'est comme ça. C'est devenu l'homme noir. On veut copier les trucs des autres, et sachant qu'on ne le connaissait pas de la base, et c'est maintenant on apprend, on est des nouveaux dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'homme noir n'a plus de racines. Donc C'est terrible. C'est pour ça, tout ce qui arrive aujourd'hui, regarde le Togo, regarde la jeunesse, si je vais dire à partir de 2000, qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien. Nous, on nous faisait sortir sur la route, on applaudit. Il n'y avait pas l'école, on dit que tel président va venir sortir, vous allez applaudir. Et c'était ça. Mais un jour, en 90, nous on était à l'école, on attend, ça frappait partout, ça criait partout, ça courait partout, ça brûlait partout. Tu vois? Donc c'est là que nous aussi on s'est mis dedans que donc ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, on grandit et on a compris les choses. Et là aujourd'hui, il n'y a plus que la jeunesse va se lever seule sans demander l'avis d'un un opposant. Avant, il y avait des vrais opposants. Les Dem Kodjo, les Agouibo, tout ça là. C'était les opposants. Ouais, il y avait la bataille, quoi. On Ben oui. sentait quand même que c'était un pays sous tension. Aujourd'hui, on s'est liquéfié. Ouais, c'est... On est plutôt dans le dialogue. On a des gens qui cherchent le dialogue plutôt que l'affrontement. Dans les années 90, c'était plutôt l'affrontement. Hein. On se souvient de cette époque-là. On était jeunes, mais on était déjà lucides. Comme tu viens de dire tout à l'heure que Fautavio, il est sur l'offensive. Non, ça y est en lui depuis la jeunesse. Oui, depuis. Il ne peut pas perdre ça. Tout à fait. Il ne peut pas perdre ça. Ce qui est dur, on l'enlève avec ce qui est dur, tu vois. Ce qui est dur, il faut l'enlever avec ce qui est dur. Donc, c'est resté en lui. Tout à fait. C'est resté en lui. Mais beaucoup ont perdu ça, hein, cette ferveur-là de la lutte des années 90. Je la ressens aussi au sein de Faux Kossi. Il est très véhément, très volontaire. Il veut en découdre et lui aussi il était là hein, dans les années 90 il était jeune mais on sent cette fougue là, il se souvient de l'époque comment c'était dans les années 90. Moi j'avais du mal à aller au pays parce que ma mère elle dit non c'est trop tendu là-bas. On allait au Bénin, bon je suis né au Bénin mais j'ai quand même la plus grosse partie de ma famille au Togo et elle évitait de nous emmener là-bas parce que c'était tout le temps sous tension. On sentait qu'il y avait une chape de plomb sur le pays, ça pouvait exploser à tout moment parce que justement les gens ils combattaient
Ils combattaient avec leurs armes, mais ils voulaient en découdre. Cette âme-là, cet esprit-là, aujourd'hui, s'est distendu, s'est perdu quelque peu depuis les années 2000 notamment, et dernièrement l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé. On a été éteint quelque part. On a refusé peut-être le combat, la lutte et le sacrifice, pour pas dire plus. Faut qu'aussi, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, hein. Donc, oui, je le dis souvent, en réalité, c'est ceux qui ont connu ce vent des années 90 qui devaient libérer ce pays-là. Mm. Tu Mais l'as dit. ouais, le problème, c'est que en 1994, avec euh, la trahison du peuple par Agboyou et Demkodjo, c'est là où tout a basculé. Vous voyez, Mm. tout a basculé. Parce que l'ardeur, hein, que les Togolais ont mis dans cette lutte avait conduit quand même à la conférence nationale. Donc, il y a eu ces pourparlers et qui ont abouti en 1994 à une élection, hein, qui était transparente et qui a quand même donné victoire à l'opposition. Ouais. Donc, les deux n'ayant pas vraiment assuré cette victoire pour le peuple, c'est fini. On s'est plongé. Et une fois que cette trahison s'est introduite au Togo, qu'est-ce qu'on a vu? Le régime a trouvé les failles pour enrôler pas mal d'opposants dans son rang. Et c'est ce qu'on a vu. Tous les opposants, hein, qui étaient téméraires, qui étaient des vaillants combattants, sont tous, hein, incorporés par le régime. Et ça, c'est ça notre mal. C'est ça vraiment notre mal, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, 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 non. On a vu des opposants des années 90 devenir ministres, devenir des préfets, des maires pour le régime. Alors que là où on a passé dans les années 90, ben, on a été consulté des choses. Vous savez que en années 90, les résistants, tout le monde a fui, on était rentré dans les villages. Tout le monde était bien préparé au village en ce moment-là. Tout à fait. Je me rappelle, j'ai mon grand frère qui était là-bas à l'époque. Il était garde du corps de Agboibo, mon grand frère. Hein. Tu peux pas. En l'année 90, les préparations que les jeunes ont reçues, mais non, c'est incroyable. Ouais. Et on n'a pas pu conjuguer tout cela pour chasser en même temps. Et il y a des mots au pouvoir et on est parti. La conférence nationale, après les élections, vous voyez. Donc, ces opposants n'étaient pas vraiment dans une révolution. S'ils étaient vraiment dans une révolution, on allait finir, hein, dans les années 90 à chasser ce régime-là. Ouais. Donc, pour eux, Agboibo et Demkoyo, il faut passer par la diplomatie pour pouvoir faire partie. Et il y a des mots gentiment. Vous voyez, c'est ça qui se sent, quoi. Alors que Minevi était le bras dur, lui, il s'opposait directement, il voulait que, voilà, qu'on la découte une fois de bon. Il était minoritaire, les autres. C'est ce que, comment on a dit, papa de Nabouema nous a expliqué. Ils étaient tous des, comment dit-on là, des progressistes, tu vois. Donc, c'est resté. Le courant pensée politique, il faut vraiment qu'on étudie au Togo, hein, pour savoir qui est qui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce combat, il faut savoir que pense, hein, telle personne pour le lendemain du pays. Ouais. Donc, quand beaucoup s'adonnent à la France-Afrique, que la France encore va venir nous aider pour dégager fort, franchement, c'est le serpent qui mord sa queue, hein. Parce qu'on a vu dans les années 90, si Agboimé et Demkodjo, je dis Agboimé, Agboimé et Demkodjo étaient vraiment des vrais révolutionnaires, ils allaient s'associer à Ninévi pour dégager ce régime. Mais ils n'ont pas fait parce que voilà, on a Siamina loin, on a Siamina, il y a des Maka, il y a des Matro renaître, c'est fini. Hein? Il y aura des fonds quoi. Donc c'est ça un peu. Donc, cette lutte aujourd'hui, je crois que s'il y a. Ouais, la génération 90 n'est pas quand même morte, hein. C'est des jeunes, c'est des gens qui ont vu des choses, qui ont vu des trahisons et qui se sont tués aujourd'hui, hein. C'est des grands-pères, c'est des papas, nous encore les jeunes. Mais franchement, maintenant, la peur gangrène pas mal de Togolais et c'est cette peur qu'il faut travailler.
Donc, soit on va attendre une nouvelle génération qui est bien initiée. C'est aussi ça. On prépare pas. Et cette génération, il faut qu'aussi, c'est nos enfants. Oui, c'est nos enfants qui devaient grandir dans des couvents. Tu vois? Pas dans les églises et les mosquées, non. C'est des enfants qui doivent vraiment hein, éduquer, on doit les inculquer les valeurs ancestrales. Parce que le problème, c'est quoi? L'ancestralité, c'est une école. Tu vois, pour devenir un homme, tu vois toute l'année que tu dois passer dans l'initiation. C'est ça. Après tout, tu as ton doctorat. À l'âge adulte, tu as ton doctorat et c'est fini. Tu affrontes la vie. Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Quand on attend quelque chose qui répite, même les autos là qui pètent un peu, c'est fini. Tout le monde a peur. Non, il faut qu'on Non, c'est prépare une vrai, nouvelle hein, parce que génération. Tu vois? j'ai entendu une intervention d'un frère la semaine dernière, je crois, qui était monté sur un panel et c'était quelques jours avant le 6 juin, hein, le fameux mot d'ordre qui invitait les Togolais à rester à la maison et il est monté sur le panel et on lui demandait alors qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a prévu. Il dit oui, que lui il a prévu de rester à la maison c'est un Zemi-Djaman, hein. Et on lui posait la question de savoir s'il a parlé avec ses frères, hein, Zemi-Djaman, et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et il disait oui, que à chaque fois qu'il prend un client avec lui, il lui parle de cette journée du mot d'ordre. Et il voulait montrer qu'il était volontaire, qu'il était engagé, mais il disait qu'il avait peur des gaz lacrymogènes. Ça m'a fait sourire parce que je me dis, ah voilà, quelqu'un qui veut montrer qu'il est vraiment investi dans la lutte et qui veut que ça avance, mais quand bien même il a peur des gaz lacrymogènes. Et je me dis, mais le combat, il est plus fort que le gaz lacrymogène. Donc ça, c'est une question de mentalité. C'est que on a peur, on a peur. Je pense que c'est la raison principale, la raison primaire qui fait que depuis quelque temps, on s'est laissé aller et on préfère rester dans cette misère misérable plutôt que de refuser justement cette déchéance qui est de pire en pire. Franchement, ça fait froid dans le dos. En tout cas, on est là, on continue à y croire. Il faudra un moment ou un autre prendre nos responsabilités, que ce soit dans la diaspora ou que ce soit sur le territoire. Et c'est pas que on vilipende les élections, mais les élections, c'est pratiquement comme si on arrivait avec le drapeau blanc et que on disait qu'on renonce. Alors que non, on doit montrer une posture qui montre que quand bien même qu'on n'est pas dans l'affrontement frontal, en tout cas dans l'esprit, dans l'idéologie, on est des révolutionnaires. Et boycotter les élections peut être aussi, peut-être une manière de montrer au pouvoir que nous attendons juste le bon moment pour frapper fort, frapper au cœur et renverser cette dictature. Que les ancêtres nous viennent en aide. En tout cas, on espère très fortement. On va pas tarder à se quitter. Il va bientôt être 3 heures du matin. On reviendra bien évidemment ce soir, 21 heures, pour le 37e numéro de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui. Invité exceptionnel, Madame Georgia Merci, qui viendra nous présenter sa critique littéraire sur l'œuvre Barakoun, une œuvre écrite en 1927, publiée en 2018, qu'elle conteste avec véhémence et courage intellectuel. On en parlera demain avec elle. C'est absolument gigantesque ce qu'elle viendra nous présenter. Et on est fiers ici de la recevoir. Ça sera la deuxième fois pour nous. Fotavio. Mais je crois qu'on a tout dit, on n'a rien à ajouter. Merci à notre sénatrice qui nous a rejoint
AZDF qui nous a rejoint. C'est une sénatrice avec qui on a beaucoup travaillé chez le sénateur. À l'époque, Et il me à souvient. l'époque, effectivement, effectivement. Merci, monsieur le messager. Monsieur le messager, je ne veux pas te créer des problèmes au pays. Tu as parfaitement raison. Mais sache que ton travail aussi est bien noté au ciel. Parce que malgré que tu es là-bas, tu luttes pour la cause togolaise. Tu te bats. Tu n'hésites pas à dire la vérité dans cette république où tout est à l'envers. En tout cas, courage à toi et force à toi. Merci aussi à Kossi le Tourbillon. Merci à notre invité s'il continue de nous écouter et que force à lui, nous gagnerons cette bataille. Non, pas, c'est une bataille. Cette guerre-là, nous la gagnerons avec Fort Gnassingbé. Il faut qu'il soit sûr. Un peuple déterminé arrivera toujours au bout de la dictature et du dictateur. Merci beaucoup, Fomé. Merci à toi, Fotavio. Merci d'être à mes côtés avec Forika et Tata Évènement chaque vendredi et chaque samedi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et on se retrouvera bien évidemment demain à 21h, heure de Paris, 19h GMT. Faux messager, un mot pour aller rejoindre les bras de Morphée. Merci Messan et merci Tavio aussi et Madame. C'est toujours pour moi un honneur de venir échanger avec vous parce que nous nous détient la science infuse et il faudra au travers de ces lives nous transmettre des idées, partager nos connaissances et surtout, donc il y a un thème qui a été traité ce soir qui concerne le fait que l'histoire soit occultée. Et si on a des gens qui de temps en temps nous font ce rappel historique, c'est toujours une bonne chose. Pour la nouvelle génération, ça leur permettra de se faire un repère, de se fixer des repères par rapport à leur passé récent. Et donc, à un moment donné, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Merci à tous et bonne nuit. Merci, faux messager. Tata ZD, un mot pour nous souhaiter bonne nuit. Oh, ok. Bon, merci. C'est un plaisir de venir partager avec vous cette nuit. Et j'ai écouté l'émission, je ne l'ai pas tout écouté dans l'intégrité. Tu en as suffisamment entendu. Ouais. C'est le principal. Et je dis merci à ceux qui interviennent. Et Tavio, il reste Tavio, il faut les... Moi, je crois, je suis d'accord, sa manière d'intervenir, sa manière de dire la vérité. On dit celui qui dit la vérité, et on va jamais l'aimer parce qu'il dit la vérité. Et c'est ce que le peuple devait être, comme ça. Si tout, on trouvait les Tavio comme ça, on ne devait pas arriver aujourd'hui, là qu'on est aujourd'hui, derrière là. Il faut battre le fer quand il est chaud. Mais le Togolais n'a pas pu battre le fer quand il était chaud. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme on est au beau milieu d'une rivière. Et est-ce que ça va nous emporter? Est-ce que c'est nous? On va arriver de l'autre bord. Il faut qu'on arrive de l'autre bord. Il faut. On est déjà au milieu. Il faut qu'on arrive à l'autre bord. Et merci à tous qui interviennent. Et je vous dis bonne nuit à tous. Merci beaucoup, Tata. À très bientôt, peut-être à ce soir, dans Togo d'hier à aujourd'hui. On espère en tout cas. Faut qu'aussi. Merci pour ce live encore, une fois, qui nous a permis de partager nos expériences aussi et de donner quelques enseignements. C'est comme ça. Dans le temps, c'était sous la palabre.
Aujourd'hui, voilà, on est sur TikTok. Mm. La lutte, Ah, c'est la c'est terrible. formation qui continue. Tout ce qu'on dit, il y en a des esprits qui seront collés à ça. Ce n'est pas tout le monde, ça c'est clair. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on touchera quand même une poignée de personnes, voilà, qui finiront pas sur, voilà, cette voie et qu'un beau jour, toujours comme on le dit hein, dans nos langues, Xavier Danoé tout corps. Voilà. Mm. Donc il y a toujours une minorité consciente, voilà, qui draine la foule à mort. On fait des révolutions. Donc on doit y croire et croyons toujours en nos ancêtres. Ça, c'est la voie royale qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire africaine, il n'y a que votre téléphone. Donc dans l'histoire africaine, moi, quand on lit tout, on n'a pas vu au nom de Jésus combattre qui, au nom de Allah combattre qui, mais on a vu des combats qui ont eu lieu au nom de nos ancêtres. Et pour enchérir, et je le dis toujours, le Ghana, le Ghana n'a jamais été facilement colonisé par l'Angleterre. Parce que le Ghana, avec les Ashantis, ils ont combattu la force royale jusqu'au dernier retranchement. Et ils ont fui, ils ont même négocié. C'est aussi encore de cette magnanimité de l'homme africain qui a pitié. Parce qu'il laissait une poignée de soldats anglais sur la côte, au lieu de finir avec eux pour qu'ils n'arrivent plus. Ils ont eu pitié, ils ont négocié. Et c'est après que le Ghana, le Gold Coast, là, a été annexé par l'Angleterre. On ne le dit pas souvent. Ça a été Hmm, annexé. Oui, par tout à fait. négociation, il faut le dire. Mais Oui, l'armée même anglaise n'a pas réussi à gagner les Ashantis. Ça, il faut reconnaître ça. Ça, c'est clair. Il faut lire. Et c'est déjà en 1901, comme ça. Donc, il faut que les Africains se réveillent. Nous sommes encore en terrain conquis. Le colon blanc n'est pas là, mais le colon noir est là. C'est ça le néocolonialisme. Donc, on doit continuer la bataille. Nous sommes en guerre, comme les gens le disent.